Bonjour, j'ai l'impression d'être un spectacle de fin d'année. Enchantée. Alors, je suis Julie Joly et je vais avoir le plaisir de modérer cette table ronde consacrée à un thème évidemment qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Coopérons, mutualisons, tissons un avenir commun. D'abord, je vous remercie d'être là, si nombreux, si nombreuses. Et je vais appeler les intervenants un par un pour vous les présenter. J'appelle tout d'abord Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, à nous rejoindre. Éloi Laurent, économiste à Sciences Politiques et à l'université de Stanford. Gabriel Alperne, philosophe, auteur. Olivier Amand, biologiste, directeur de recherche à l'INRAE, qui a son fan club. Et Alban Gonor, qui est directeur de l'engagement pour la Massif. T'as raison, je vais me mettre là. Et qui est également... Mets-toi là si tu veux bien au centre, excuse-moi. Et qui est également philosophe, ça vous le savez peut-être pas. Enfin moi je pense qu'il est philosophe. Donne-moi quand même mes notes, ça peut servir. Bon, alors... Je pense que vous êtes tous impatients de comprendre comment nous allons réussir à coopérer, à tisser des liens dans ce chaos mondial et international. Moi, je peux juste vous dire qu'en préparant cette table ronde avec ces invités, j'en suis ressortie beaucoup plus optimiste que je n'avais commencé. Voilà. Donc normalement, ça devrait vous faire du bien. C'est 1h30 qui vont vous faire du bien. Et normalement, vous allez apprendre plein de choses. Alors, en préambule, vous avez ici des gens qui ont écrit des livres. Parmi eux, certains font des dédicaces, notamment Gabriel Alperne qui fera une dédicace à la sortie de son livre. Je vous le dis tout de suite que je vais oublier ensuite. Voilà, ça c'est fait et vraiment, je vous encourage à la lire. Elle est vraiment très très bonne écrivain en plus que philosophe. Deux choses. On vous a réunis parce que ce sujet qui a l'air si simple, coopérer, est en fait très compliqué et a des enjeux évidemment sociaux, politiques, écologiques majeurs. On vous a réunis parce qu'on pense qu'il est encore possible d'agir et que chacun à votre échelle, avec vos spécialités différentes, et vraiment vous avez des spécialités extrêmement différentes, vous avez des points de vue qui peuvent, à notre sens, nous faire réfléchir mieux et nous faire agir mieux. En deux mots peut-être, vous dire que je suis très heureuse de voir que dans cette salle, il y a toutes les générations représentées. Et que c'est évidemment une question d'avenir pour toutes les générations, et les plus jeunes y compris, mais aussi les plus âgés. On va commencer parce que les mots ont un sens, en tout cas dans mon métier de journaliste, les mots ont un sens. On va commencer par demander à nos intervenants de définir l'un des mots qui animent leur travail. Je vais commencer avec Alban. Est-ce que tu es prêt, Alban? C'est comme un jeu un petit peu de télévision. La mutualisation, tu me l'as dit pendant plusieurs heures, est à la fois un principe technique et un projet politique. Est-ce que tu peux définir, et tu as 5 minutes. Oula. La mutualisation. Ah bah oui, parce qu'on a 1h30 les amis, hein, donc on va pas non plus... il va falloir qu'on tienne. Alors, en fait, quand je te répondais, c'est... alors, je précise quand même pour le public, il se trouve que je travaille dans une assurance qui est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle la Massif. Et donc, quand je répondais à ta question sur la mutualisation et que je te disais que c'était un principe technique, c'est que la mutualisation chez les assureurs, c'est un outil et c'est un métier. C'est un métier parce que l'idée, c'est de faire jouer des lois de grand nombre, de statistiques, pour essayer, quand vous avez des personnes qui mettent un peu d'argent dans un pot commun, d'ailleurs c'est la même étymologie, un commun,
Munus, ça vient de et mutus, ça veut dire échanger, donner. Et donc, ils mettent de l'argent dans un pot commun pour essayer de faire en sorte que des mécanismes de compensation arrivent si le ciel vous tombe sur la tête, ou si vous rencontrez un accident dans vos vies, si le climat se dérègle, etc. Donc, en fait, quand je disais principe technique, c'est au sens plutôt de l'assureur, parce que ces lois des grands nombres doivent... Alors c'est très complexe en fait, hein. C'est un vrai métier mathématique, puisqu'il s'agit de prendre des risques et de mettre en partage en fait le risque, et pour que le risque soit partagé, il faut qu'il soit divisable. Il faut qu'il soit espacé dans le temps et dans l'espace, parce que quand vous avez une catastrophe naturelle qui vous tombe là aussi et qui concerne un trop grand nombre d'assurés, les mécanismes ne peuvent plus se mettre, en route. Donc c'est un métier. Mutualisation, c'est un métier d'assurance. Mais évidemment, il y a un sens très politique, très philosophique, et que vous retrouvez absolument partout, y compris dans des origines biologiques. L'image la plus triviale, la plus rapide, en tout cas pour le comprendre, c'est le petit poisson clown et puis l'anémone qui se protège et qui s'apporte des soins ou des secours dits mutuels. Et on voit très bien que dans la nature, il y a différents types de relations, hein. Il y a des relations de parasitisme, il y a des relations de prédation et il y a des relations de mutualisation, de mutualisme. Et c'est en ce sens, en fait, que je disais que ça peut constituer aussi les ferments d'une réflexion sur un projet qui est une forme de projet politique, solidaire, social, et une alternative à un capitalisme extractiviste. On reviendra sur le capitalisme et notamment sur cette idée que la mutualisation est un levier de transformation pour l'écologie, comme tu le disais. Éloi Laurent, vous êtes économiste, et puisqu'on parle d'économie, vous travaillez sur l'économie de la coopération, de la confiance. Quand on parle de mutualiser nos efforts, nos forces, nos ressources, à quelle échelle est-ce que vous entendez l'idée de coopération et de confiance? On se situe où? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je tenais juste à commencer en exprimant mon soutien à l'Office français de la biodiversité qui fait l'objet d'attaques absolument insupportables aujourd'hui. Et donc, je voudrais témoigner en tant que chercheur de l'utilité absolument indispensable de l'OFB, et je voudrais souligner le fait que non seulement l'OFB fait l'objet d'attaques de secteurs qui n'ont pas intérêt à ce qu'elle existe, mais y compris des pouvoirs publics. Et je pense que c'est ce qu'il y a peut-être de plus insupportable dans ces attaques, c'est le fait qu'on essaye de brandir l'OFB comme une espèce de totem qui entraverait notre formidable modèle économique qui, comme chacun sait, produit des merveilles sociales et écologiques. Ça nous amène à votre question, qui est la question de la coopération. Moi, j'essaye de comprendre, en fait, je travaille dans deux directions. La première direction, c'est d'essayer de relier les questions sociales et les questions écologiques, dans ce que j'appelle une approche sociale écologique. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce qu'on a tendance à vouloir opposer les questions sociales et les questions écologiques, voire instrumentaliser l'écologie pour en faire une arme contre, plus exactement, instrumentaliser l'urgence sociale pour en faire une arme contre l'urgence écologique. Donc c'est fondamental de penser les deux ensemble. C'est ça, bien sûr, qu'il y a derrière ces attaques contre l'OFB. Et l'autre direction, c'est ce qu'on appelle la post-croissance. Et la post-croissance, c'est le fait de dépasser les modèles économiques actuels qui sont obsédés par la croissance économique et qui, concrètement, alimentent des crises écologiques qui sont en train de détruire le bien-être humain. C'est ça qui est en train de se passer à l'échelle de la planète. Des systèmes économiques obsédés par la croissance alimentent des crises écologiques qui détruisent le bien-être humain. Il est donc fondamental de revenir à l'origine de la prospérité humaine. L'origine de la prospérité humaine, ça n'est pas la croissance économique. L'origine de la prospérité humaine, c'est la capacité à coopérer.
toutes les sciences de l'évolution nous disent que l'humanité a une spécificité dans le règne du vivant qui est sa capacité extraordinaire à coopérer. Mais encore faut-il comprendre ce qu'est la coopération. Moi, je la définis comme la cristallisation des liens sociaux qui permet un partage de l'intelligence collective. C'est comme ça que je définis la coopération. L'intérêt de faire ça, c'est que ça permet de comprendre le lien entre la coopération humaine, les liens sociaux et le bien-être humain. Et deuxième temps de l'analyse, la coopération est à la source de la prospérité, elle est aussi à la source du bien-être humain. Il y a une formidable étude qui a été menée par l'université d'Harvard sur plusieurs décennies, qui suit une cohorte de gens pour essayer de comprendre ce qui détermine à la fois leur espérance de vie et leur bonheur déclaré, donc à la fois leur longévité et leur félicité. Et cette étude, dont les conclusions viennent d'être rendues, contient une révélation extraordinaire et qui est utile, je crois, à nos débats, qui est que ce qui détermine à la fois l'espérance de vie et le bonheur, c'est la qualité des relations sociales. Alors maintenant, imaginez les politiques publiques qui sont conduites aujourd'hui en France et demandez-vous si elles sont favorables à la qualité des relations sociales, c'est-à-dire à ce qui est le cœur de l'espérance de vie et du bonheur. Donc, quel est le lien entre ça et la transition écologique qu'on essaye de faire ? En fait, c'est qu'on a besoin d'une densité sociale très forte, de liens sociaux très forts, pour faire deux choses essentielles. La première chose essentielle, c'est redéfinir nos modèles économiques pour arriver non pas à la sobriété, mais à la satiété des besoins humains. C'est-à-dire à un niveau de satisfaction des besoins humains qui soit compatible avec la viabilité de la biosphère et qui permette que ceux qui ont trop aient moins et que ceux qui n'ont pas assez aient assez. D'accord ? Donc pour réinventer l'eau, la forêt, l'alimentation, l'énergie, il faut des liens sociaux. Et c'est la bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a besoin de ce qui est déterminant pour notre espérance de vie et notre bonheur pour faire la transition écologique, du point de vue de ces nouveaux modèles économiques. Et la deuxième chose qu'il nous faut faire, c'est qu'il nous faut faire face aux chocs écologiques qui sont déjà là, et qui sont le fruit de la déstabilisation de la biosphère depuis au moins 50 ou 60 ans. Et pour ça aussi, on a besoin de liens sociaux. Parce que pour affronter une canicule en France, dont on a appris il y a quelques jours qu'elle avait fait 3500 morts l'été dernier en 2024, alors même que les canicules n'étaient pas extrêmes, il y a quand même 3500 personnes qui sont mortes de ces chaleurs. D'accord ? On a besoin aussi de liens sociaux. Il y a de très belles études sur les sociologies des canicules qui montrent comment les liens sociaux protègent les gens au moment des canicules. Donc à la fois pour transformer les modèles économiques et pour faire face au choc écologique, on a besoin de liens sociaux. Et il se trouve que cette coopération est également ce qui garantit notre espérance de vie et notre bonheur. Donc c'est en fait plutôt une bonne nouvelle que je vous apporte en ce début d'après-midi. D'accord ? On n'a pas menti sur le fait que c'est quelque chose qui est d'emblée tourné vers une forme d'espoir. C'est-à-dire que dans la réinvention de ces modèles économiques, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont déjà été produits pour nous indiquer les directions à suivre. Donc c'est ça la coopération. C'est quelque chose d'essentiel. La cristallisation des liens sociaux qui permet le partage de l'intelligence collective, qui est au cœur de notre prospérité et qui est au cœur de la transition écologique qu'on doit mener. Et c'est une parfaite transition pour interroger Marie-Lise Léon. Très, très bien. Parce que quand on défend le droit des travailleurs, comment est-ce qu'on défend également l'écologie? Comment est-ce qu'on associe cet engagement social et écologique que vous portez? Bonjour à toutes et tous. Alors comment on le fait? Exactement avec les deux mots que vous évoquez, la coopération et la mutualisation, qui peuvent regrouper un certain nombre de modalités d'action différentes, mais moi je pense qu'en fait ce sont des coopérations et mutualisation, ce sont ce qu'on appelle nous des leviers d'action puissants. Dont on a cruellement besoin aujourd'hui à l'heure du contexte géopolitique, de la raréfaction des ressources, des tensions qu'on peut avoir sur le plan économique, social, de creusement des inégalités. On voit que dans ce contexte-là, le parti pris que nous avons, nous, dans notre organisation, et je pense que c'est un peu le contre-modèle du repli sur soi et de la loi du plus fort qu'on peut observer dans certaines parties du monde, qui sont de plus en plus nombreuses, malheureusement. C'est un projet collectif, en fait. Et pour une organisation syndicale, c'est vraiment le cœur du réacteur de notre façon de voir
comment mener des transformations majeures, comment faire face aux défis auxquels on est confronté. Et c'est pas parce qu'on, je le dis de façon un peu peut-être aride, mais c'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise qui fabrique des moteurs thermiques qu'on est contre la transformation écologique. Parce qu'en fait, nous défendons CFDT une action syndicale qui s'inscrit dans une action sociétale et que le monde du travail, de toute façon, doit prendre en compte cette transformation pour pouvoir s'y adapter, voire même avoir une action d'accélération de ces transformations. Donc, aucun changement majeur auquel on fait face aujourd'hui, notamment en matière de transformation écologique, ne se fera sans les acteurs eux-mêmes. Et en complément de ce qui a été dit, outre le fait qu'on est sur un projet collectif, coopération et mutualisation permettent de la proximité. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on aborde la question de la transformation écologique, nécessaire, indispensable, il faut pouvoir apporter des solutions qui, justement, ne font pas en sorte qu'il y a des gagnants et des perdants, ou qu'il n'y a que des perdants, parce qu'on aura décidé qu'il faut agir sur tel et tel levier. Donc, c'est prendre en compte les situations particulières, faire de la dentelle, construire vraiment des solutions au cas par cas. Et Éloi Laurent évoquait la question du lien social. Moi, je pense que coopération et mutualisation permettent en plus de rendre acteurs, et donc c'est profondément émancipateur pour les individus. Et donc, outre le fait qu'ils ne se sentent pas juste comme une variable d'ajustement, ils se sentent acteurs, voire acteurs essentiels. Et quand il s'agit de transformation écologique, les travailleurs et travailleuses sont au cœur de l'action et au cœur de ces transformations. Lorsqu'il s'agit d'adaptation, par exemple, personne ici ne peut me dire qu'on travaille de la même façon sur une chaîne d'usine dans un hangar où il fait 45 degrés. On ne travaille pas du tout de la même façon quand il fait 45 degrés, quand il fait 20 degrés. Et donc, la recherche de solutions collectives qui répondent à des enjeux extrêmement concrets, là, les travailleurs et les travailleuses, ils sont parfaitement conscients de ce qui les entoure. Ils expriment d'ailleurs des craintes sur le renouvellement de ces événements. J'étais encore avec des collègues des Hauts-de-France qui ont connu des inondations terribles, qui nous disent nous, le changement climatique est là, on sait que les épisodes vont être de plus en plus intenses, de plus en plus nombreux. Comment on s'adapte et comment on fait en sorte de pouvoir aussi agir pour décarboner les modes de production, agir véritablement contre le réchauffement climatique. Donc, moi, je suis convaincue, alors c'est peut-être ma première bouffée d'optimisme, il n'y a pas de frein a priori, il y a des angoisses et des craintes lorsque les travailleurs sentent que ça se fait sans eux ou contre eux. Et quand on leur dit, vous pouvez en être acteur, justement par la coopération, la mutualisation, je pense notamment à des militants qui s'organisent, par exemple, pour négocier, construire des plans de déplacement inter-entreprises. Ils font de la coopération et de la mutualisation et ils trouvent des solutions qui sont positives pour tout le monde et qui en plus créent du lien social. Alors là, pour le coup, c'est encore plus bénéfique pour tous. Merci. Ce qu'on voit là clairement, c'est qu'effectivement, il y a des notions qui se complètent, qui s'additionnent, qui sont ces notions effectivement de mutualisation, de confiance, de coopération, de lien social. Et là, je me tourne vers Olivier Amand. Il y a encore un autre terme, je pense qu'il faut que vous ayez en tête, parce que moi, depuis que je l'ai en tête, vraiment, je dors beaucoup mieux. C'est cette idée de robustesse. C'est quand on parle de ces systèmes, de ces États très forts, très puissants, qui défendent une ultra-efficacité individualiste, il y a d'autres perspectives qui nous démontrent que peut-être qu'ils n'ont pas la solution. Et je voudrais qu'Olivier, vous puissiez nous dire comment et pourquoi. Grand programme. Alors en fait, ça a été dit à l'instant, en fait on est en train de quitter le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. Les événements extrêmes en France ont été multipliés par leur fréquence est multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. C'est juste en France, mais c'est partout dans le monde. On rentre dans un monde qui est beaucoup plus fluctuant. Et ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est juste que nous, les humains, depuis des décennies, nous avons suroptimisé le monde.
la boussole de la performance, donc définie comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, hein, puisqu'on définit les termes. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Quand on est très performant, en fait, on se canalise. Et donc en misant sur la suroptimisation pour décider à peu près tout le temps, on a surtout fragilisé nos systèmes sociaux, nos systèmes économiques, nos systèmes écologiques, nos systèmes géopolitiques. Et donc, j'aimerais que vous puissiez quand même nous dire à partir de quelles études, notamment la biologie, vous a permis de démontrer cette évidence aujourd'hui? Alors sur le monde fluctuant, en fait là on est en bonne compagnie, hein. Il suffit juste de voir l'effondrement de la biodiversité, enfin quelques chiffres, hein. Enfin, voilà, en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés sur les continents. Si on vous disait qu'on a perdu 70% des humains en 50 ans, ce serait choquant quand même. Nous, les humains, on a fait la même chose, mais pour tous les autres animaux vertébrés. Donc ça, évidemment qu'il y a des conséquences énormes sur les écosystèmes, et c'est juste les animaux vertébrés. On pourrait rajouter les insectes, etc. Mais je ne vais pas trop vous faire du constat, parce que je pense qu'ici, à peu près tout le monde est au courant du niveau des enjeux et de l'urgence des enjeux. Donc le débat est... ici, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur ce sujet-là. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que là, on est encore dans le culte de la performance, et je pèse mes mots, hein, c'est bien un culte, parce que nous avons une foi dans la performance. On décide beaucoup de choses en ne questionnant pas la performance. Et donc, en fait, elle est incarnée aujourd'hui par des prêtres oligarques de la performance qui sont là, qui ont basculé dans le délire de la performance. Donc, les Trump, les Musk, les Poutine, les Modi, Erdogan, enfin, il y en a plein. Hein, voilà. Ils ont à peu près tous le même profil, hein, des hommes blancs un peu vieux, un peu névrosés, un peu ultra riches. Voilà, c'est à peu près le même profil. Et alors, ce qu'ils ont aussi en commun, c'est... Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont que des projets de mort. Hein. Faut le dire, hein. Aller sur Mars, faire des bunkers, voilà. C'est que des projets délirants qui ne font vraiment plus rire personne. Enfin, c'est un monde dingue. Et la rhétorique qu'ils utilisent, par exemple dernièrement, là, quand en fait ils disent qu'ils ont réussi à reculer sur la transition écologique, reculer. En fait, ils utilisent des mots de la défaite. Donc c'est eux qui perdent. En fait, leur projet est mortifère, il n'est pas viable. Le monde fluctuant va en fait dégager les plus performants, par définition. Et donc du coup, la robustesse, je vais y arriver, sinon je vais être trop long. En fait, l'inspiration, elle vient du vivant. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que comment habiter le monde fluctuant. Voilà, ça c'est la grande question à se poser au XXIe siècle. Et la solution, en fait, on l'a sous les yeux. On l'a dans notre corps. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, ils ont développé une robustesse. Alors, la robustesse, je la définis, maintenir le système stable malgré les fluctuations. Le roseau dans le vent, hein, voilà, ça c'est robuste. La robustesse, les êtres vivants sont robustes et c'est sur ce critère-là qu'ils ont été sélectionnés au cours de l'évolution. Sur leur robustesse. Comment font les êtres vivants pour être robustes? Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Ou si je le dis différemment, les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. C'est ça qui est sélectionné. On sélectionne d'abord le jeu dans les rouages, les marges de manœuvre, les lenteurs, les hétérogénéités, les redondances, les incohérences. C'est ça qui donne du jeu dans les rouages et qui permet aux êtres vivants de faire face à de nombreuses fluctuations. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, les sociétés humaines, en fait, en 20 ans, enfin, je ne sais pas vous, mais regardez autour de vous, c'est incroyable comme nous aussi, nous sommes en train de basculer d'un monde hypnotisé par la performance vers un monde de robustesse. C'est en fait voilà, l'agroécologie, le tout réparable, les conventions citoyennes. En fait, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc le monde robuste qui vient, il est nettement plus joyeux parce que en fait, je reboucle avec la coopération. On va beaucoup plus mutualiser. C'est la richesse des interactions qui nourrit la robustesse. Le monde de la performance, c'est le monde de l'autoroute où on va très vite à destination et on a rencontré absolument personne sur la route. Donc il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Hein, et c'est à mon avis ça qu'il faut dire, notamment aux jeunes qui sont dans la salle et ailleurs. Le monde qui vient est nettement plus riche et nettement plus désirable. Et quelque part, le monde fluctuant va nous aider à aller vers ce monde-là. Bon, il y aura de la casse sur la route, mais au moins, on va aller dans cette direction-là. Moi, je me sens mieux. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien. Gabriel travaille sur l'hybridation, qui est, selon ses propres mots, tes propres mots, l'étape 2 de la mutualisation. Donc on va aller crescendo, on n'est qu'au début là, de la table ronde. Est-ce que Gabriel, tu peux nous définir l'hybridation et nous expliquer comment est-ce qu'elle peut agir aussi dans la transition écologique ?
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je ne peux pas m'empêcher de vous citer Aristote. Et Aristote disait que le rôle du politique, c'est de créer l'amitié entre les membres de la cité. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec lui, c'est que cette amitié n'est pas seulement la responsabilité du politique, mais finalement, la création de cette amitié, elle incombe à chacun d'entre nous. Et c'est justement ça, cette idée justement d'hybridation. On a le sentiment que jamais on a été autant divisé, qu'il y a plein de fractures et que, bon, oui, alors oui, c'est vrai. Mais si l'on regarde bien autour de nous, il y a également des petits signaux faibles, positifs, qui témoignent du fait que, eh bien non, tout n'est pas irréconciliable. Il y a des choses, il y a des mondes que l'on peut arriver à réconcilier. Et ces petits signaux faibles positifs, je les appelle des signaux faibles d'hybridation. Alors, hybridation, le mot peut sembler un peu barbare, mais à travers ce terme, j'entends l'idée du mariage improbable, c'est-à-dire le fait de mettre ensemble des métiers, des arts, des sciences, des activités, des secteurs, des mondes, des imaginaires, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir ensemble, voire qui pourraient sembler contradictoires, mais qui justement, mis ensemble, vont permettre de créer quelque chose de nouveau. De nouveaux métiers, de nouveaux modèles, de nouvelles formes de gouvernance, de nouvelles formes de sciences, de nouveaux secteurs, bref, de nouveaux mondes. Alors comme c'est extrêmement abstrait, je vais vous donner quelques exemples très concrets de ces petits signaux faibles d'hybridation autour de nous. Bon, le premier exemple, on voit se démultiplier un peu partout dans tous les territoires, en France et à l'international, des lieux un peu étranges que l'on appelle des tiers-lieux, dans lesquels on va trouver pêle-mêle une épicerie solidaire, une crèche, un incubateur de start-up et une résidence d'artistes. Voilà, tout ça dans une hybridation de publics, de métiers et d'usages qui sont réunis dans un même lieu. On voit que cette hybridation touche aussi les métiers. Et par exemple, on va voir de plus en plus de chefs cuisiniers qui développent leur propre potager et même leur élevage. Et donc, on voit émerger des métiers un peu hybrides de cuisiniers maraîchers, par exemple, dans une logique justement de circuit court. Et donc, voilà, hybridation des métiers. On voit que cette hybridation touche aussi d'ailleurs les modèles de gouvernance. Avec, par exemple, le développement de coopératives auxquelles je m'intéresse beaucoup, notamment les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui vont réunir parmi leurs parties prenantes des personnes physiques et des personnes morales, des personnes publiques et des personnes privées, dans une forme de gouvernance un petit peu hybride qui est en train de s'inventer. Je vous donne deux autres exemples très rapidement. Cette hybridation touche aussi les écoles, et on voit de plus en plus d'écoles d'ingénieurs qui tendent la main à des écoles des beaux-arts. Alors malheureusement, il n'y a pas encore un partenariat entre l'école normale supérieure et les compagnons du devoir, mais j'espère qu'un jour, ils y penseront. Et enfin, dernier exemple, parce que je trouve que c'est un bel exemple d'hybridation, c'est un artiste plasticien qui s'appelle Jérémy Gobet et dont le matériau de prédiction est le point de dentelle. Et en travaillant avec des chercheurs et des ingénieurs, il a mis au point un point de dentelle qui, eh bien, lorsqu'il entoure le corail comme tuteur, permet au corail de se régénérer. Donc c'est intéressant parce que quand on pense aux solutions écologiques, alors on se tourne tous vers les chercheurs, les ingénieurs, et finalement c'est intéressant de voir que l'idée est venue d'un artiste plasticien, mais pas tout seul, à condition justement de travailler voilà, avec d'autres mondes. Je pourrais démultiplier les exemples d'hybridation comme ça à l'infini. Je pense que vous avez compris ce que j'entends par hybridation. Et en tout cas, tout ça pour dire qu'à mes yeux, tous ces petits signaux faibles d'hybridation ne sont pas éparpillés les uns les autres. Mais je pense que mis bout à bout, liés les uns les autres, eh bien, ils témoignent du fait que l'hybridation pourrait peut-être être la grande tendance du monde qui vient. Alors, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je vais du coup venir précisément sur la question coopération, collaboration, mutualisation, hybridation, enfin ça fait quand même beaucoup de mots en l'espace d'un petit quart d'heure. Alors, en quoi est-ce que l'hybridation est un petit peu différente ? J'ai placé au cœur de mes travaux de recherche sur l'hybridation la figure mythologique du centaure. Alors vous voyez tous à quoi ressemble le centaure, hein, c'est un homme au-dessus de la ceinture et un cheval en dessous de la ceinture, figure hybride par excellence. Et en fait, dans le centaure, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est me demander justement, mais quel est le type de relation qu'il y a entre la partie humaine et la partie cheval dans le centaure. Voilà. Est-ce que c'est une relation de fusion ? On ne sait plus vraiment qui est qui. Est-ce que c'est une relation de juxtaposition ? En gros, on a collé un torse d'homme sur des jambes de cheval, mais chacun fait sa vie de son côté. Ou est-ce qu'elles sont dans une relation d'assimilation au sens où il y a une partie qui essaye de prendre le pas sur l'autre ? Voilà. Fusion, juxtaposition ou assimilation, voilà. Quelle est la juste relation à l'autre ?
Justement, ma question est une question piège, puisque ces 3 modes de relation à l'autre, ce sont les 3 pièges de la relation à l'autre. Et ça, c'est vrai en amour, en amitié, dans les relations professionnelles ou en géopolitique. Et justement, le centaure, lui, ne tombe dans aucun de ces pièges. Et il inaugure plutôt une forme de 4e voie, qui est ce que j'appelle la métamorphose réciproque. Métamorphose réciproque. Autrement dit, pour faire un centaure, il ne faut pas juste mettre un homme sur un cheval. Non, il faut bien que chacune des 2 parties se métamorphose au contact de l'autre pour créer ensemble cette tierce figure qu'est le centaure. Et donc c'est ça, peut-être, la raison pour laquelle je disais c'est un peu l'étape 2. C'est-à-dire que la coopération, la mutualisation, effectivement, nous allons peut-être mutualiser un bien, un espace. Coopération, nous allons agir sur telle ou telle action. Voilà. L'hybridation, elle va plus loin puisqu'elle implique cette métamorphose réciproque. Et c'est là où la langue française est assez étrange. Quand on dit altérité ou altruisme, alors là c'est positif, c'est joli. Mais quand on dit altérer, l'altération, quelque chose qui s'altère, c'est négatif. Pourtant c'est bien la même idée. C'est bien le fait que, au contact de l'autre, je deviens un petit peu différent. Et donc pour moi, le vrai défi va être justement de se dire, une fois qu'on a peut-être mutualisé un lieu, une fois que l'on a coopéré, chercheurs, ingénieurs, artistes, voilà, finalement, qu'est-ce qui fait que l'artiste est un petit peu différent parce que finalement il a pu peut-être transposer les savoir-faire et les approches du chercheur dans sa manière d'être artiste. Peut-être que le chercheur ou l'ingénieur vont être un petit peu différents du fait justement qu'ils ont pu transposer aussi des approches quelque peu différentes. Et c'est en fait le critère, c'est si vous sortez de ces partenariats, de ces conventions, de ces collaborations, de ces coopérations en étant un petit peu différent qu'au moment d'y entrer, c'est le signe que la rencontre a eu lieu. Voilà, c'est ça l'hybridation. Merci Gabrielle. Est-ce que sur cette idée de métamorphose, l'un d'entre vous voudrait poursuivre? Oui, je pensais bien que la biologiste avait des choses à dire. Ah oui, ça me parle beaucoup cette histoire de métamorphose réciproque parce que en fait, si je reviens à la définition de la coopération, la coopération en fait, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour alimenter la robustesse du groupe. Et donc, en effet, une symbiose, c'est ça. En fait, il y a une perte interne, mais en fait, c'est un don. Et donc, la robustesse ne peut être qu'au service de la robustesse du territoire. Par exemple, on se soigne, on prend soin de soi pour prendre soin des autres. Et donc ça me parle beaucoup, cette histoire-là. Enfin, c'est peut-être tout ce que je vais dire, en fait. Hein, voilà. Je crois qu'Éloi aussi, Laurent, voulait prendre la parole. Ouais, non, c'était vraiment passionnant. Cette figure du centaure, qui en plus est le tuteur des dieux, c'est-à-dire c'est le centaure, c'est aussi celui qui apprend. Dans cette idée de la coopération, il y a vraiment cette idée de la transformation réciproque. C'est-à-dire que si on définit, en fait, si vous regardez les sciences de l'évolution, ce qui est très curieux, c'est que la coopération est définie la plupart du temps comme un calcul stratégique en vue de travailler ensemble. Et pour moi, ça, c'est pas la coopération, ça, c'est la collaboration. L'étymologie nous dit, c'est travailler ensemble, cum laborare, et y compris dans la biologie évolutive, dans la psychologie sociale, on définit, on réduit la coopération à la collaboration. Les économistes connaissent très bien ça. C'est le premier chapitre de La richesse des nations d'Adam Smith, la manufacture d'épingles. On collabore, on divise le travail, donc on multiplie la production, donc la richesse des nations se produit. Et ce que j'essaye, moi, de montrer, c'est qu'en fait, il y a une différence entre ça, qui est la collaboration, et la coopération, qui est non pas seulement travailler ensemble, mais œuvrer ensemble. Et je définis à ce moment-là la coopération comme le fait de vouloir connaître par amour, et non pas de travailler par calcul. Et si vous pensez que la coopération, c'est la cristallisation des liens sociaux en vue du partage de l'intelligence collective, et que c'est une œuvre de connaissance par amour, ça suppose l'hybridation. Ça suppose que dans un calcul stratégique, je ne vais pas vous transformer, mais je vais tenter de tirer avantage de vous pour mes intérêts. Dans la coopération entendue comme connaissance, on va se mélanger. D'accord ? Et donc, c'est très beau cette idée de la métamorphose, et ça nous amène à une question essentielle qui est quelle est la part inimitable de l'intelligence humaine ? On est aujourd'hui dans l'idée que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer à plus ou moins brève échéance, et je suis sûr que à la CFDT, c'est quelque chose qui est un sujet majeur. Mais si on définit la coopération comme le propre de l'humanité et comme un partage de l'intelligence collective, c'est la part irremplaçable de l'intelligence humaine. Parce que ce qu'il y a de mystérieux et de nouveau dans la rencontre entre deux esprits, jamais la machine ne pourra le reproduire. Elle pourra agréger à des fins mercantiles l'intelligence passée pour la marchandiser
ce qu'elle fait, c'est ça l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas de l'intelligence en réalité. La coopération, c'est la part inimitable de l'intelligence humaine. Et c'est précisément parce qu'elle se métamorphose. Et comme elle n'est pas figée, on ne peut pas la répliquer. Voilà. Est-ce que Marie-Lise, vous voulez ajouter quelque chose? J'étais en train de me dire qu'en fait, le syndicalisme était plein de petits centaures, parce qu'en fait, non mais c'est extrêmement éclairant, ça a changé ma journée. Non, je plaisante, mais c'est exactement ça. Quand je dis, quand il était fait référence aux liens sociaux, quand on parle, nous, d'engagement syndical et d'engagement pour l'émancipation des individus et de faire, non pas à leur place ou pour, mais avec, et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse coopérer et transformer le réel. Moi, je n'ai que des militants qui me disent le syndicalisme, ça a changé ma vie. Ça m'a changé moi, ça m'a permis d'obtenir des avancées, ça a changé mon rapport à mes collègues. Et donc, c'est exactement une forme de transformation dont ils font part, qui est aujourd'hui appelée la métamorphose réciproque. Mais je pense que c'est en plus d'être un levier d'action puissant, c'est humainement extrêmement enrichissant. Alban, moi j'aimerais que tu réagisses, mais aussi te demander, dans la réalité du système économique qu'on connaît, capitaliste qu'on connaît, quelle métamorphose on peut imaginer de notre système économique qui est tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que le mutualisme, la mutualisation peut être une de ces métamorphoses à grande échelle? Alors, moi aussi, j'aimerais bien être un peu centaure avec toi, Gabriel. J'aime beaucoup la figure du centaure parce que elle vient mêler l'homme et l'animal. Non, je le dis un petit peu en souriant et en même temps en me référant à de belles idées qui achètent de Deleuze, qui consistent à nous inviter à redevenir animal. Et d'ailleurs, tu parlais de métamorphose, il fait une très belle explication de la métamorphose de Kafka, comme une invitation de l'humanité à aller réexplorer des territoires, des cartes, qui ne sont pas celles qui sont décidées verticalement et algorithmiquement, telles qu'on peut les vivre aujourd'hui. C'est important, pourquoi? Parce que d'où ça commence tout ça, cette séparation du cheval et de l'homme. Pardon, je reviens à ça, mais en fait tout le problème c'est que justement on a du mal à être un peu centaure. Et il y avait une très belle conférence ce matin, je ne sais pas si vous avez pu y assister avec Descola et Morisot, qui nous explique que tout ça remonte en gros à l'époque moderne et où l'homme commence à se penser comme extérieur à la nature. Commence à la nommer d'ailleurs comme telle, la nature, parce qu'elle n'avait pas de nom, mais commence à s'en extraire pour en faire des choses, pour en faire un objet et pour commencer à l'exploiter, devenir comme maître et possesseur de la nature. À partir de ce moment-là, le cheval, il est perdu. Le cheval, il est utilisé, et le territoire et la biodiversité sont utilisés. Et paradoxalement, en la nommant, on s'en éloigne. Et on s'est donné un régime qui est une forme de régime à part. Et oui, avec ces idées de mutualisation, de coopération, de tissage, comme dirait Platon, hein, la trame et la chaîne, le vertical et puis l'horizontal, l'idée, c'est de recommencer, en fait, à voir les choses, le monde, la nature, pardon pour ces mots-là, le vivant, dirait Morisot, autrement. À retrouver cette forme de sensibilité entre nous, parce qu'il y a des choses qui se font entre, effectivement, et qui ne se mesurent pas dans la performance, et qui racontent pour autant une robustesse. Alors je suis un petit peu moins optimiste que toi, parce que Trump, on l'entend quand même beaucoup, mais qui raconte une forme de robustesse et puis d'espérance pour nous. Donc pour répondre à la deuxième partie de ta question, il me semble que dans le mutualisme, dans la coopération, mais moi j'aime bien l'idée de mutualisation, le concept de mutualisation dont on a pu dire qu'il était suranné, de la même façon qu'à la fin du XVIIIe siècle, le concept de démocratie était jugé comme caduc, et pourtant on a pu lui donner un avenir. En tout cas, Rosan Vallon montre ça très bien. Eh bien là, je pense qu'on est à un tournant, on est à un virage, et c'est le climat qui nous oblige à ça. C'est le réchauffement climatique, c'est le fait que tout craque. Et donc, il y a deux choix possibles. Soit celui du capitalisme et de la segmentation de l'autoroute, pour reprendre ton expression, soit celui
démutualisation du centaure, de l'hybridation, d'un social ou d'une nature et d'un vivant retrouvé. Et je pense que le modèle d'avenir est celui de l'intérêt réciproque. Et c'est pour ça que mutualisation, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a créé une chaire, un observatoire de mutualisation, une chaire sur les nouvelles fractures et les nouvelles mutualisations avec l'école normale supérieure. Mais on intégrera tout le monde. Mais c'est cette idée en fait qu'il faut trouver de nouvelles alliances et qu'il faut les reconstruire à la fois individuellement, y compris en nous, entre le corps, l'esprit bien sûr, entre nous, et puis au niveau plus collectif, au niveau plus national. Et là, effectivement, il y a tout un programme politique qui a derrière ces concepts de mutualisation à redécouvrir, à réexplorer et à asseoir. Éloi, Laurent. Moi, je voulais revenir au centaure. Vous ne l'avez pas compris, mais cette table ronde porte sur le centaure, en fait. On ne vous l'a pas dit. C'est le centaure dans les mythes et dans l'histoire. Et donc, on a eu comme feuille de route, en fait, de vous parler du centaure pendant 1h30. Donc, accrochez-vous. Okay. Alors, le centaure, il ne faut pas se tromper de sens, parce que si vous vous trompez de sens dans un centaure, vous avez le minotaure. Hein. Donc, il faut faire attention dans les monstruosités amicales et les monstruosités inamicales. Mais je voudrais juste évoquer la scénographie de l'installation dans le hall qu'on ne voit pas, ne vous retournez pas, c'est par-delà les murs. Vous avez dans un coin du hall L'homme qui marche de Giacometti, que je n'avais pas revu depuis très longtemps. Je suis très heureux d'être venu pour ça. Bon, aussi pour cette conférence sur le centaure, mais notamment pour ça. Et en face, vous avez des évocations de la nature. Et vous avez deux lectures de cette scénographie. La première lecture, c'est exactement la mauvaise scénographie pour cet événement. Puisque vous avez d'un côté l'humain et de l'autre les non-humains, qui sont littéralement séparés. D'accord ? Et vous avez en plus un homme qui marche. Donc ça peut être évocateur du progrès, de la croissance, et donc l'humanité qui marche et qui s'apprête à écraser les non-humains. D'accord ? Ça, c'est une première lecture de la scénographie. Et la deuxième lecture de la scénographie, c'est un homme qui est constitué de terre glaise. Et c'est ce qu'on voit. C'est un homme qui est presque pas fini, en fait. Donc c'est un homme qui est très naturel. Et c'est un homme qui est presque, en fait, un centaure compris comme l'alliance entre l'humain et le non-humain. Voilà, j'avais envie de dire ça. Non, alors je plaisante, mais donc, pour la question des liens sociaux et du rapport avec les liens sociaux et les liens naturels, on est dans le 5e anniversaire du premier confinement. D'accord ? La crise du Covid, pour moi, c'est vraiment une crise des liens sociaux et des liens naturels, et de l'incompréhension à la fois de l'importance des liens sociaux dans l'humanité, enfin de leur mise, de la révélation de cette importance, mais de l'incompréhension que nous en avons parce que nous construisons des sociétés qui détruisent ces liens sociaux, et de la nécessité de relier ces liens sociaux aux liens naturels. Le Covid, c'est quoi ? C'est une zoonose, donc c'est le fait que les humains pensent pouvoir s'abstraire du reste de la nature, commencent à l'instrumentaliser, commencent à faire des marchés d'animaux vivants, commencent à faire ces ignobles élevages industriels et utilisent des animaux comme des machines. D'accord ? Ça commence comme ça, c'est une zoonose. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi on continue à prétendre qu'on ne sait pas quelles sont les origines du Covid. D'accord ? Il y a des papiers dans la littérature académique qui vous montrent où ça a commencé, comment ça a commencé. Ce n'est pas dans un laboratoire de haute sécurité, c'est sur le marché des animaux vivants et c'est une zoonose. Et 20 ans avant, on avait déjà eu le SRAS qui était le fait du SARS-CoV-1 exactement dans le même scénario. Et donc c'est bien le fait qu'on refuse de reconnaître nos liens naturels, et la conséquence de ça va être, premier confinement, la destruction de nos liens sociaux. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va perdre ce qu'on a de plus cher dans nos vies, qui sont nos liens sociaux, parce qu'on a détruit nos liens naturels, et qu'on a refusé précisément cette métamorphose réciproque. Et donc vous avez bien dans cet épisode du Covid quelque chose de fondamental pour notre sujet, qui est ce rapport entre les liens naturels et les liens sociaux. Et le fait de reconnaître l'importance des liens sociaux, on ne peut pas construire de sociétés qui détruisent les liens sociaux, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a une crise de l'isolement social absolument massive dans le monde et qui frappe évidemment la France, que le Covid a révélé et accentué, mais qui était là avant déjà. L'isolement social progresse et on a une crise des liens naturels. Donc c'est une crise des liens fondamentalement. Et pour y répondre, il faut une politique des liens. Voilà. Donc ça me semble, dans ce moment-là particulier, qui est l'évocation de ce monde qui a l'air tellement loin
qui était le monde du Covid, du premier confinement, et ce moment où on a espéré pouvoir repenser nos systèmes économiques et nos systèmes sociaux, ces questions-là sont toujours avec nous. Il y a toujours une crise de santé mentale absolument massive en France. Elle n'a fait que s'aggraver depuis le Covid. Il y a toujours la question de la destruction des liens naturels. Et évidemment, il y a le risque de nouvelles pandémies. Les génies qui gouvernent l'Amérique aujourd'hui sont en train d'ignorer ce qui pourrait être la prochaine pandémie, qui est une grippe aviaire absolument ravageuse aux États-Unis, qui se traduit pour l'instant par quelque chose d'anecdotique, qui est qu'il y a une crise du prix des œufs, qui n'ont jamais été aussi chers aux États-Unis, parce qu'on détruit par millions des animaux qui sont infectés. Mais en réalité, il y a déjà des cas de transmission à l'homme de cette grippe aviaire. Et la grande question est le moment où il y aura ou pas transmission de l'homme vers l'homme. Et à ce moment-là, on peut avoir un choc pandémique, avec en plus un gouvernement qui a abaissé toutes les protections sanitaires. Donc, en fait, ces questions sont absolument toujours avec nous. Et c'est frappant de voir à quel point on est dans un déni total du fait que le Covid était une crise des liens. Moi, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est qu'on sait tout, on sait les dangers, on sait les solutions, on sait qu'on en est capable. On sait que c'est vrai pour tous les êtres vivants et on n'apprend pas de nos erreurs. Donc c'est évidemment flagrant aux États-Unis et ailleurs. Qu'est-ce qui vous laisse encore un peu d'optimisme? Parce qu'on a promis qu'on était optimiste et on va tenir cette promesse. Qu'est-ce qui peut nous faire penser qu'aujourd'hui, après cette crise Covid, après ces crises politiques, et je passe tous les événements climatiques évidemment des dernières années, qu'est-ce qui vous fait penser les uns et les autres qu'on a un début de solution et que justement, on est peut-être sorti d'affaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire? Est-ce que... Excuse-moi. Non, t'inquiète, je démarre. Et bien alors, en fait, pour moi, ce qui peut nous donner des raisons d'espérer, c'est qu'en fait, on est enfin, et alors d'ailleurs, on est à l'UNESCO, et ça me plaît bien de parler de ça à l'UNESCO, on a enfin compris que ce qu'on vivait, c'était pas une crise sociale, c'est pas une crise géopolitique, c'est pas une crise écologique, c'est une crise culturelle. C'est une crise culturelle. Nous sommes dans le culte de la performance, je répète, le délire performant. Et donc, on est en train de dérailler, parce que ce culte de la performance, il devient toxique pour tout le monde. Et alors, il y a plein de signaux qui montrent qu'on est en train de dérailler. Épidémie de burn-out, les gilets jaunes, le nombre d'arrêts maladie, la résistance au télétravail dans certains cas. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça où en fait la distanciation physique, hein, à l'époque on parlait de distanciation sociale, c'est la distanciation physique, hein, quand même, faut bien le dire. En fait, tous ces signaux-là nous disent qu'on est en phase de déraillement. En fait, on est dans un moment, pour moi, assez exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. On est en train de quitter le néolithique. Rien de moins que ça. Ça fait 10 000 ans en gros qu'on veut être dans le contrôle et là on est en train de se rendre compte qu'on a perdu le contrôle. La nature se réveille, le vivant se réveille. Et ce qui nous arrive en fait nous dépasse très largement. Donc pendant des années on s'est posé la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Maintenant on se pose la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. Le monde fluctuant, ce n'est pas une hypothèse. C'est un fait scientifique et on en prend pour 2 ou 3 siècles. Donc il va bien falloir vivre dans ce monde fluctuant. Et on est de plus en plus nombreux à s'en rendre compte dans tous les secteurs. C'est qu'il y a 20 ans, c'était peut-être encore voilà, un peu compliqué. Là, maintenant, les fluctuations, on les vit au quotidien. Et c'est ça qui crée de la dissonance. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement on commence à vivre ces fluctuations, mais on crée aussi des moments d'arrêt. Alors le confinement, ça a été un moment d'arrêt qui a semé des graines. Vous avez peut-être l'impression qu'on est revenu au monde d'avant après, mais en fait, non, le terreau a été un peu labouré quand même. Hein. Et donc les prochaines graines, ou les graines qui ont été semées avant, elles vont germer différemment après. Enfin, la Gen Z, il y a vraiment des tas d'exemples comme ça où on voit que c'est en train de bouger très fort. Et moi, je sous-estimerais pas du tout ce qui se passe actuellement. On est vraiment dans un moment copernicien, on le sent dans l'air, hein, en fait. Et le fait que les Trump, les Musk soient à ce point-là dans le délire, c'est vraiment le chant du cygne pour moi. C'est vraiment ils sont dans les cordes. Ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Quand on projette des projets aussi délirants que ça, c'est vraiment qu'on est au fond là. C'est plus possible. Donc je serais assez optimiste de ce côté-là. Alors
encore une fois, ça peut embarquer du monde, mais il y a de plus en plus de moments d'arrêt, mais qui sont des moments d'arrêt, voilà, enfin, je citais le burn-out, etc. Et donc ça, c'est extraordinaire parce que c'est pour ça que c'est une crise culturelle. C'est d'abord questionner les mots. Il y a des tas de mots qu'on utilise tout le temps et qui en fait sont à l'envers. Le mode dégradé, là, ce que je disais tout à l'heure. Le mode dégradé, c'est le mode robuste. Le mode performance, c'est le mode fragile. En fait, vous voyez, tous les mots, ils sont à peu près à l'envers. L'aide à la décision, c'est de l'aide à l'optimisation. En fait, c'est pas du tout. En fait, il faut faire le contraire de ce qu'on vous. Si vous êtes de l'aide à la décision, il faut surtout pas suivre l'aide à l'optimisation. Voilà, mais tout est comme ça. Et en fait, ça vient de plus en plus. Alors, c'est sous le radar actuellement. C'est la fameuse phrase un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc les arbres, on les entend bien tomber de partout là, mais la forêt elle pousse et elle ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est la magie de la biodiversité d'ailleurs. Ça ne s'arrête pas. C'est voilà, on construit sur des ruines, donc il n'y a aucun problème. Enfin, ouais, c'est un sujet, mais ça pousse, ça pousse. Moi, encore une fois, je vais beaucoup mieux à chaque fois que tu parles, donc continue. Et Gabrielle. Oui, alors, pour répondre à la première partie de votre question sur pourquoi est-ce que c'est si difficile, je reviens à cette figure du centaure que j'ai vraiment placée au cœur de mes travaux de recherche, parce que justement tous les exemples d'hybridation que je vous ai cités semblent a priori plutôt positifs. Justement, voilà, ils permettent de recréer du lien social, de rapprocher des mondes, des métiers, des secteurs qui s'étaient peut-être un peu absurdement éloignés, sauf que justement, étonnamment, ce terme hybride, hybridation, lui, souffre d'une connotation négative. Aujourd'hui encore, si on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est un petit peu hybride, c'est rarement un compliment. C'est la personne qui ne rentre pas dans les cases, c'est la chose, le lieu, l'initiative, le projet sur lequel on ne peut pas coller une étiquette. Et pour nous, les êtres humains, il n'y a rien qui nous angoisse plus que les choses, les projets, les initiatives, les lieux, justement sur lesquels on ne peut pas coller une étiquette. Et ce qui est intéressant, c'est que cet imaginaire négatif ne date pas d'hier. D'ailleurs, étymologiquement parlant, hybridation vient du latin hybrida, qui signifie bâtard ou alors de sang mélangé. Donc effectivement, imaginaire négatif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en remontant dans l'histoire des idées, voilà justement ce fameux mythe du centaure. Alors, vous avez cité le fameux tuteur, sauf que ça, c'est l'exception justement qui confirme la règle. En fait, le centaure, à part quelques gentils centaures, a presque toujours été représenté, que ce soit dans les textes qui nous viennent de l'Antiquité, dans la peinture ou dans la sculpture, bien comme un être monstrueux, agressif, avec un arc et une flèche, comme s'il nous voulait du mal. Donc, c'est intéressant justement que les Grecs ait choisi d'incarner cette idée d'hybridité, d'hybridation, dans une figure aussi monstrueuse, justement, que celle du centaure. Et le philosophe romain Mircea Eliade disait « Le mythe, c'est une histoire qui nous est racontée pour répondre à une question ou à une angoisse ». Et c'est donc bien ça ce qui a guidé tous mes travaux de recherche, comprendre mais à quelle question et à quelle angoisse le mythe du centaure répond. Alors, tout d'abord, le centaure, c'est pas un homme, c'est pas un cheval, il a à la fois pas d'identité, puis trop d'identité. Alors forcément, c'est un peu déstabilisant. En plus, le centaure est le fruit d'un mariage improbable, voire d'un mariage interdit. Donc, il y a une forme de transgression dans le centaure et il y a donc une forme de transgression dans cette idée d'hybridation. C'est transgressif. Et puis enfin, il y a quelque chose d'autre qui pourrait expliquer pourquoi on a un peu de mal justement avec ces idées d'hybridation, de rapprochement. C'est notre bonne vieille rationalité, voilà, qui était très utile, bien sûr, au début de l'humanité pour pouvoir construire les sciences, comprendre le monde qui nous entoure, expliquer les phénomènes naturels. Le problème, c'est que notre rationalité s'est complètement rigidifiée au fil des siècles, au point de transformer notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on fait ça toute la journée. Toute la journée, on range notre conjoint dans une case. Les métiers, alors il y a des métiers manuels et puis les métiers intellectuels. Voilà. Alors, je peux témoigner, il y a la crampe de l'écrivain, ça c'est la tendinite du philosophe à force d'écrire. Donc voilà, comme quoi c'est extrêmement manuel le métier de philosophe. On fait ça avec les générations. Alors il y a les jeunes et puis il y a ceux que l'on appelle pudiquement et un peu hypocritement, il faut le dire, les seniors. Voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais à force de ranger tout et tout le monde dans des cases, on passe complètement à côté de leur réalité. Et de fait, on passe complètement à côté de la réalité. Et à mon sens, la crise aujourd'hui, ça n'est pas effectivement une crise écologique, politique, territoriale, institutionnelle, sociale. Pour moi, la vraie crise aujourd'hui, c'est plutôt la crise de notre rapport à la réalité. Parce qu'à force de la mutiler, de la découper en petits morceaux, de la maltraiter, eh bien, on passe complètement à côté d'elle. Et pourquoi est-ce que c'est aussi difficile, du coup, justement, de pouvoir, comme on connaît, on comprend, voilà, ce qui s'est passé. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Je pense qu'il y a une double faute. À la fois de la part du politique et à la fois de la part du citoyen.
Le politique d'une part parce que, eh bien, malheureusement, il y a trop souvent des politiques publiques catégorielles avec ce qu'on fait pour les jeunes, ce qu'on fait pour les agriculteurs, ce qu'on fait pour les start-upers, ce qu'on fait pour le grand âge, voilà. Comme si on divisait le corps citoyen en morceaux et que l'on crée des frontières absurdes et artificielles entre les mondes, les métiers, les générations, les secteurs, les territoires, les citoyens, qui à terme viennent renforcer les fractures dans la société. Et une faute aussi de la part du citoyen. Et ça, c'est Rousseau, donc ça ne date pas d'hier, 18e siècle, qui, à son époque, déjà disait « Nous avons des géomètres, des physiciens, des astronomes, nous avons des musiciens, des peintres, des chanteurs, mais nous n'avons plus de citoyens. » Et de fait, chacun enfermé dans son petit monde, dans son petit intérêt particulier, et où sont passés les citoyens. Voilà. Donc c'est là où effectivement cette double faute, il va effectivement falloir y remédier, mais moi en tout cas je suis pleine de confiance par rapport à l'avenir, parce que tous ces petits signaux faibles d'hybridation que je vous ai cités, il y en a mais des milliers et des milliers d'autres. Mon livre est vraiment le récit de mon tour de France où j'ai vu des milliers et des milliers d'initiatives d'hybridation et elles se démultiplient de plus en plus. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. La question maintenant, c'est aurons-nous le courage justement de devenir tous des centaures? Donc si je résume, il y a une crise de la culture qui fait qu'en fait on ne le sait pas mais on est sauvé, mais en fait on ne le sait pas encore, ça viendra. Il y a effectivement, mais c'est déjà bien de le savoir, il y a la faute du citoyen et du politique. Moi je me tourne vers Marie-Lise Léon. Que peuvent faire les travailleurs et les syndicats de travailleurs? On va sauver le monde. Non, je rebondis. Alors moi, il y a un terme qui n'a pas encore été utilisé. C'est la question démocratique. Et quand on parle de citoyens, j'entends crise culturelle. Moi, je pense qu'on est dans une profonde crise démocratique également, qui a un rapport avec le rapport au réel. C'est-à-dire que moi, je vois au quotidien des personnes au travail qui me disent, les politiques, personne ne parle de nous ni s'occupe de nous parce qu'en fait, ils sont sur d'autres. Ils sont dans un monde parallèle. La réalité de ce que l'on vit au travail n'existe pas. C'est ce que me disent les travailleuses essentielles suite au Covid, qui me disent mais notre boulot a été mis en lumière, coup de projecteur suite Covid, confinement. On s'est rendu compte qu'il y avait des métiers dits essentiels, que le pays ne pouvait pas tourner. Et en fait, ça fait 5 ans, puisqu'on fête aussi les 5 ans de leur mobilisation et qu'elles attendent toujours. Je dis elles parce que ce sont à 90% des femmes. Donc un travail invisible et le sentiment petit à petit d'un effacement, en fait, de chacun et de chacune, en se disant, bon, dans mon rapport aux politiques, je ne vois plus vraiment en quoi ils se préoccupent de moi. Et je ne vais pas vous parler des retraites. Ça va me faire du bien aujourd'hui. Mais la crise profonde aussi qu'on a connue, et je tire le fil de cette crise démocratique que nous, on a qualifiée en 2023, de cette éruption, cette mobilisation citoyenne et du monde du travail, de dire on ne veut pas de cette réforme. Notamment en tout cas ceux qui étaient dans la rue pour l'exprimer, nous disaient mais en fait c'est une crise du travail et c'est une crise d'un travail qui est rendu invisible. Personne dans la sphère politique n'est en capacité d'expliquer ce qu'est le travail d'une aide-soignante, ce qu'est le travail d'un carreleur, le travail d'un couvreur. Et quand on dit bah, tout le monde va devoir faire un effort et travailler plus longtemps et d'aller jusqu'à cet âge-là, il y a des mains qui se sont levées en disant oui mais moi ma réalité de travail fait que je ne suis pas en capacité de. Et quand je parle de questions de crise démocratique, c'est y compris dans le monde du travail. On a s'il n'y a pas de possibilité de discussion et de dialogue social, donc un mode de coopération et de mutualisation, c'est le dialogue social, c'est construire des équilibres et des compromis pour répondre à des situations concrètes. On voit qu'on est aussi dans une vague où aujourd'hui on est sur des messages totalement, on a une succession de messages totalement incohérents. Avant le Covid, on expliquait à la majorité des travailleurs qui voulaient télétravailler que c'était pas possible. Parce qu'en fait, télétravailler, c'est pas vraiment travailler. Puis il y a eu le confinement. On leur a tous dit, il faut y aller, hein, tout le monde au boulot et vous travaillez depuis chez vous. Donc, une incohérence totale. Sortie progressive, dispositif de continuité d'activité. On a du coup des employeurs qui disent on va négocier le télétravail. Et puis aujourd'hui, ils disent on supprime le télétravail parce qu'en fait, il n'y a plus de coopération possible. C'est un frein à l'innovation, à la créativité. Et en fait, ils sont en total décalage avec
une réalité qui est qu'il faut inventer des modes de travail différents. Il faut coopérer différemment, mais enlever le télétravail aujourd'hui à des personnes qui en ont bénéficié, c'est impossible. Et de façon arbitraire, on nous explique que les employeurs nous disent chez nous, il n'y aura plus de télétravail. Et donc, lever de bouclier, parce que, et au lieu de se poser la question de qu'est-ce qui change dans ce rapport au travail, c'est pas que les gens veulent plus bosser. D'ailleurs, il y a plein d'études, et on en a fait une, nous, notamment chez les jeunes, qu'on a demandé. Moi, j'en avais ras-le-bol qu'on me dise les jeunes ne veulent plus travailler. Il n'y a plus de valeur travail. Voilà. Non, mais donc moi je me dis c'est quand même étrange. C'est pas ce que je perçois sur les lieux de travail quand je vais voir des salariés. Et en fait, le rapport au travail est différent, mais l'attachement au travail, la volonté de faire collectif, de s'engager, de s'épanouir au travail, elle est pas moindre quand on a 25 ans ou 20 ans ou 40. Donc et je pense qu'on est aussi dans une mutation dans ce rapport au travail qui fait qu'on doit inventer des choses un peu nouvelles et un peu différentes, et que l'attente numéro 1, c'est dans le fil de ce que je disais en termes de, notamment au moment du Covid, une attente qui n'a jamais été aussi, que moi j'ai pas connu de façon aussi forte, qui est la question de la reconnaissance des individus, la question de vouloir être respecté dans sa dignité. C'est des mots forts quand on est syndicaliste et qu'on a des assemblées entières de professionnels qui nous disent « je ne me sens pas respecté dans mon travail parce qu'on me demande de faire la course au temps mort. On me dit que je ne dois plus prendre autant de temps pour... Je suis aide-soignante dans un EHPAD. » Vous allez me dire, je m'égare un peu peut-être par rapport au sujet de cet après-midi, mais et quand on parle de robustesse et des personnes qui me disent mais en fait Marie-Lise, moi j'ai un problème, c'est que je veux plus faire ce boulot parce qu'en fait je fais mal mon travail. J'ai pas plus de 10 minutes, des professionnels qui me disaient mais nous on a compté, on ne peut pas garder plus de 10 minutes pour parler à chaque résident par jour. Je fais mal mon boulot, je vais quitter cet emploi et je vais aller dans un autre secteur. Et là, ce sont des secteurs professionnels où les liens de coopération entre professionnels sont abîmés parce que l'organisation du travail ne permet plus ces temps d'échange et qu'il y a un délitement et que en général, ce sont des professionnels qui trouvent des solutions dans le syndicalisme, dans l'action collective. Et donc, la touche d'optimisme, c'est que moi, je pense qu'il n'y a jamais eu autant envie de plus de possibilité de s'exprimer, de participer aux décisions, et que du coup, je pense qu'une des solutions, c'est aussi de travailler sur cette crise démocratique. Est-ce que dans ce paradigme coopération, tissage, relations sociales, est-ce que c'est genré? D'un coup me vient l'idée quand je vous entends. Alors parce que ces personnalités très efficaces et très effrayantes que l'on découvre sont aussi une réaction en réaction à ce qu'on a appelé le mouvement MeToo. Ils défendent un rapport au monde extrêmement viril, contrôlé, masculin, autoritaire. Et je ne veux pas dire que les hommes sont tous comme ça, bien sûr que non. Mais là, tu parlais de ces femmes en première ligne, de ces métiers invisibles. On parle de la figure du centaure, qui est un mi-homme, mi-cheval. On parle de cette idée de coopération et de lien social qui est souvent laissée aux femmes, et à tort ou à raison. Comment est-ce que on peut lire cette question entre le rapport homme et femme? Est-ce que c'est une question ou pas du tout? Est-ce qu'on est en train de... Est-ce que peut-être que les femmes peuvent être une partie de la solution dans la coopération et dans le tissage des relations, ou est-ce qu'au contraire, il faut absolument dégenrer? Alban. Et voilà. Et toc. Alors si je commence à dire oui, les femmes sont l'avenir du tissage, je suis mort. Je suis mort. Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Non, je crois pas que la réponse politique, elle soit genrée. Pour moi, elle est politique. En fait, il s'agit de garder une forme
de pulsion, de désir, de vouloir changer les choses, parce qu'on voit bien que ça tourne pas rond. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une spécificité genrée à la réponse. Ce discours d'efficacité, de capitalisme absolu était un discours porté aussi par des grands capitaines d'industrie. Enfin, je dis pas qu'encore une fois, c'est genré en fait au fond, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au basculement aussi du patriarcat derrière tout ça? Alors, je sais pas, je vais dire des grosses banalités, mais c'est vrai que quand on... Peut-être ça permettrait de répondre aussi à la question qui précède, pourquoi c'est difficile ? Pourquoi c'est difficile? Je disais tout à l'heure une forme de séparation qui a eu lieu entre l'homme, mais quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, de la nature, alors qu'ils en viennent, qu'ils y appartiennent, qui sont peut-être même les animaux les plus fragiles, comme dit Platon. Tu citais Aristote tout à l'heure, je cite Platon, le Protagoras, qui dit qu'on n'a pas de crocs, qu'on n'a pas de griffes et qu'on n'est pas velu. Alors, attention, je ne le dis pas de manière viriliste, hein. Mais c'est parce qu'on est le plus fragile. Il y a un moment, en réalité, on s'extrait de ça et puis on fait de la nature une forme d'objet. En faisant de la nature une forme d'objet, on libère aussi des modèles qui sont des modèles économiques comme le capitalisme, dont on se dit qu'aujourd'hui, en fait, plus que l'homme et plus que la femme, il est, de mon point de vue, dans ces dérives, productivistes, extractivistes, segmentantes, etc., une des causes du mal dont il faut se défaire ou se dénouer. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut garder une certaine forme de pulsion politique. Et quand je dis ça, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, ici, dans cette salle, c'est une manière d'être optimiste, pour répondre à la deuxième partie de ta question. Dans cette salle, même si on est silencieux, même si on n'est pas ceux qui font le plus de bruit, il y a des résistances politiques, un désir politique face à l'hypnose qui nous est imposé quand même, qui nous est imposé d'un modèle qui serait un modèle monocorde, où la diversité, où l'altérité serait improbable et la coopération improbable. Alors, est-ce que c'est une affaire de femmes absentes de ces grands décideurs politiques, économiques? Peut-être, je ne sais pas, mais je ne veux pas me lancer dans ces configurations. Moi, je nous appelle tout simplement à des résistances, femmes ou hommes, pour faire continuer à exister ces résistances, enfin cette pulsion politique, et nous sortir de ce discours de transe qui nous est imposé. Éloi ? Pardon, Olivier. Ouais, voilà, je vais tenter quelque chose, mais le dire rapidement, c'est qu'en fait, quand on est dans une culture de la performance, on est dans une culture de la compétition. Et dans une compétition, ceux qui gagnent, c'est les plus violents. Toujours. Donc voilà, un sportif de compétition, il est violent avec son corps, hein, par exemple. Donc là, notre violence, notre culture de la violence, qui est nourrie par la culture de la performance, elle s'exerce en effet contre les femmes, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. Hein. C'est très pluriel, mais en effet, notamment contre les femmes. Donc en fait, peut-être qu'il y a... Alors moi, plutôt que de dire que les hommes... que les femmes sont absentes, moi je dirais plutôt que les hommes sont absents en fait. C'est que dans beaucoup de projets coopératifs, souvent ils sont portés par des femmes. Enfin, c'est ce que tu disais aussi. Où sont les hommes en fait? Voilà, peut-être ça, là je cite Flore Vasseur qui dit ça. Et c'est vrai, en fait, il y a quelque chose. Et alors, on peut l'analyser en se disant que peut-être que les hommes qui vivent dans un monde plus stable, finalement, même physiologiquement, quoi, peut-être qu'ils sont plus facilement addicts à la performance que quand on vit dans les fluctuations. Alors, surtout pas physiologiser le sujet, mais parce qu'on peut très bien être voilà, un homme qui vit des grosses fluctuations dans sa vie, et d'un seul coup, là, on va se poser des questions de robustesse, hein, forcément. Mais si on est dans un monde très stable, si on a une petite cuillère d'argent dans la bouche quand on est né, en fait,
on va aller vers la compétition, on va aller vers la performance. Hein. Enfin, je ne vais pas redire Trump, mais c'est facile. Et donc peut-être qu'il y a ça aussi. Après, il y a certainement des questions d'éducation qui vont avec. Hein, et on a aussi inventé des systèmes éducatifs, et encore une fois, on est à l'UNESCO, qui ont été surtout des écoles de la compétition. Enfin, la salle de classe, hein, c'est inspiré de l'église, hein, grosso modo, hein, avec très descendant et tout le monde est en silo et on écoute la bonne parole. Bah, ça, en fait, ça va pas nous aider à faire des coopérateurs. Hein. Alors, heureusement, là aussi, signal faible, on commence à en sortir de ça. Là, hein. Les profs sont en burn-out, les élèves sont en burn-out de cette école de la compétition. Et donc, on voit les écoles du dehors, les pédagogies actives, les classes inversées. Tout ça, c'est des pédagogies, en fait, où on va former des coopérateurs. Et là, en fait, on va diluer certainement ces effets et on va certainement beaucoup plus hybrider. L'hybridation, pour moi, si je rebondis là-dessus, du coup, la force de l'hybridation, c'est qu'on ne se focalise plus sur les réponses. On passe beaucoup plus de temps sur les questions. Et c'est certainement pas par hasard si c'est une philosophe qui porte ce sujet-là, c'est le questionnement. En fait, quand on hybride, eh ben, on est bancal. Et du coup, on se pose beaucoup plus de questions. Ben, quand on passe beaucoup plus de temps sur les questions, quelque part, on fait passer un test de robustesse sur ces questions. Vous allez me dire que je mets la robustesse à toutes les phrases, mais là, pour le coup, c'est vrai, on fait passer un test de robustesse à ces questions, on fait fluctuer sa question jusqu'à arriver à une forme de stabilité. Et là, on peut chercher une réponse. Dans le monde de la performance, on va chercher la solution clé en main. Et on sait, en fait, on le sait déjà hein, que c'est la mauvaise solution, mais on y va quand même. Dans le monde de la coopération, beaucoup plus pluriel, que ce soit dans les genres, etc. En fait, on ne cherche pas la solution clé en main, on cherche les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Ben ça, c'est de la systémique, c'est de l'hybridation, c'est des interactions, c'est de la coopération. Qui progresse. Merci. Éloi. Oui, alors, on est quand même dans un registre là guerrier, donc on a des images de gens en uniforme. Je sais que vous avez vu la photo de la salle des chefs d'état-major de tous les pays européens rassemblés à l'école militaire hier. Il n'y a que des hommes. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire la guerre, il n'y a pas une femme dans la pièce. Et c'est tout à fait stupéfiant, en fait, cette image. De se dire que la guerre est un registre, en effet, l'idée Mars contre Vénus, etc., qui est compris mobilisé dans la géopolitique pour soi-disant caractériser les Européens qui viendraient de Vénus, les Américains qui viendraient de Mars. Et la puissance, puisqu'on parle de mythologie, la puissance des mythes masculinistes, le mythe d'Europe, donc Europe, soi-disant, ce serait le continent de l'amour face à l'Amérique qui serait le continent de la guerre. La création d'Europe, l'enlèvement d'Europe par Zeus métamorphosé en taureau blanc, qui vient enlever Europe des rives de l'Asie pour l'amener vers la Crète et qui distingue l'Europe de l'Asie, c'est l'enlèvement dans le tableau de Titien, c'est le viol d'Europe. Puisque évidemment, Zeus enlève l'Europe pour s'unir à elle. Et c'est un enlèvement, et donc au cœur de, y compris ce qu'on présente comme une puissance pour la paix et féminisée, en réalité, il y a un mythe masculiniste extrêmement puissant. Je voudrais répondre aussi d'une autre manière, puisque c'est l'Université de la Terre. La semaine prochaine, nous recevons à Sciences Po Bina Agarwal. Bina Agarwal est une des plus grandes économistes dites, alors pas écoféministe parce qu'elle déteste ce terme, mais du féminisme écologique. C'est quelqu'un qui est une économiste indienne et qui a commencé sa carrière d'économiste en montrant comment l'inégalité fondamentale en Inde, c'est l'inégalité de la propriété de la terre qui distribue énormément d'autres formes d'inégalité. Et Bina Agarwal a publié un certain nombre de travaux absolument passionnants sur la manière dont, quand on introduit les femmes dans la gestion collective d'une forêt, les forêts deviennent plus soutenables. Et si vous regardez l'histoire des économistes les plus récompensés qui reçoivent le soi-disant prix Nobel d'économie, qui n'existe pas parce que Nobel n'a jamais voulu récompenser les économistes, parce qu'il voulait récompenser des gens qui font avancer l'humanité, les économistes n'en font pas partie. Et donc le prix d'économie en mémoire d'Alfred Nobel a été créé en 1969 par la Banque de Suède pour donner l'illusion que l'économie est une science comme la chimie et la physique. Mais il a été créé en 1969, il y a à peu près 90-95 récipiendaires, il y a 3 femmes, et parmi ces 3 femmes, vous avez Elinor Ostrom qui a consacré toute sa carrière à la question de la coopération en vue de la soutenabilité environnementale, et vous avez Esther Duflo qui a consacré toute sa carrière à la question de la lutte contre la pauvreté. Et cette question du genre, elle est
incontournable en économie. Dans mes cours à Sciences Po, je fais des cours sur l'économie du bien-être. Un soir, je me suis arrêté, j'ai regardé la salle, il y avait 90% de femmes. Et j'ai un étudiant italien qui m'a dit « Monsieur, après votre cours, il y a un cours de macroéconomie financière, il y a 90% d'hommes. Vous êtes dans des projets de recherche sur la santé, sur l'écologie, dans des Zooms, vous avez quasiment que des femmes. » Donc, bien sûr que cette question est absolument fondamentale. On ne peut pas la contourner. Et les études qui sortent aujourd'hui sur le fait que vous avez des jeunes générations où les garçons sont masculinistes et les filles sont féministes, c'est à la fois très intéressant, aussi inquiétant pour les garçons et aussi rassurant pour les filles, mais c'est le monde dans lequel on est. Il y a des générations de jeunes gens qui sont en train d'être frappés par les discours masculinistes sur les réseaux sociaux, et vous avez en réaction des générations de jeunes femmes qui se révoltent contre ça. Donc c'est à la fois, on voit bien qu'on est dans une tension, et on voit bien que le monde est un monde non pas de crise, mais de conflit. Je voudrais juste répondre sur la question de l'optimisme et pessimisme que vous ne m'avez pas posée. C'est quand même fâcheux. Pour le reste, c'était parfait. Mais ça, vraiment, je ne vous le pardonnerai pas. Je voudrais revenir à la mythologie grecque, parce qu'en fait, concrètement, tout est dans la mythologie grecque. Vous comprenez ça quand vous lisez la mythologie grecque avec vos enfants, qu'en fait, c'est la seule chose utile à savoir dans le monde, la mythologie grecque. Sur la question de est-ce qu'il se passe des choses intéressantes dans le monde ? Reprenons un des mythes fondateurs de l'humanité, qui est le mythe de Prométhée. Prométhée et Épiméthée, les deux frères, il s'agit d'attribuer à l'humanité qui en est dépourvue une qualité distinctive dans le règne du vivant. Prométhée a oublié malheureusement de doter l'humanité d'une qualité, et donc il va, titan qu'il est, voler le feu aux dieux, le donner aux humains, et les humains vont avoir le feu. Première lecture du mythe, les humains ont la capacité technologique. Là, le propre de l'humanité, c'est de pouvoir créer des outils avec ce feu et de pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes par la technologie, entendue comme la technologie, la machine, l'outil. Deuxième lecture du mythe, ce que Prométhée a donné aux humains, c'est un endroit autour duquel se rassembler. Et en fait, il leur a donné la capacité de coopérer. Parce que le feu, c'est là où on va se rassembler, en fait, pour pouvoir chanter et danser, et c'est ça qui va faire le propre de l'humanité. C'est la capacité, en fait, à coopérer. J'arrive à la situation actuelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans l'idée de l'espoir ou du désespoir, si vous pensez que l'humanité, c'est des gens qui sont dépourvus de tout attribut particulier, qui se réunissent autour d'un feu, et qui, parce qu'ils partagent l'intelligence collective, arrivent à construire une prospérité sans égale, bah vous avez une très grande confiance en fait dans la capacité de l'humanité à inventer des formes de coopération qui vont nous permettre de sortir des crises actuelles. Le Monde, ce week-end, ou là, aujourd'hui peut-être, fait un papier catastrophiste sur l'état de la transition écologique. Du genre, la transition écologique recule partout. Et les deux premiers exemples qui sont donnés dans le papier, c'est Trump se bat contre les régulations environnementales et le secrétariat d'État à la planification écologique en France est en déshérence. Mais je m'excuse, les États-Unis, ils sont sortis des accords de Paris au moment où, à peu près, où ça a été signé. Ils sont dans aucune convention internationale et ils n'ont rien fait avancer sur la question écologique depuis 20 ou 25 ans. Il y a d'autres puissances comme l'Union européenne qui font avancer ces questions. Et quant au secrétariat d'État à la planification écologique, bah c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour faire la transition écologique. Puisque c'est justement pas de manière technocratique, en appuyant sur des boutons et avec l'idée que les gens vont exécuter comme des robots, qu'on fera la transition. Donc je ne dis pas que ce sont des bonnes nouvelles, mais arrêtons de penser que c'est un désastre et que le monde s'effondre, etc. Les États-Unis ne sont pas une puissance écologique depuis au moins 20 ou 25 ans, et c'est pas comme ça qu'on fera la transition en France avec des technocrates dans un bureau et des tableurs Excel. Donc on la fera par des initiatives concrètes. Le changement social, c'est des acteurs et des institutions. C'est comme ça que ça se fait. Il y a plein d'initiatives en France qui se passent, et je vais prendre 3 exemples pour finir sur une note d'espoir, d'accord, qui est peut-être un mot plus fort que le terme d'optimisme. L'EPIFAS, l'A69 et la voix des communautés indigènes dans les conventions sur la biodiversité. Ce sont des victoires qui ont été acquises au cours des dernières semaines et des derniers mois. Elles ont été acquises de manière coopérative. Des gens se sont organisés pour s'unir à des espèces non humaines sur l'A69, pour monter dans les arbres, des écureuils qui se sont unis aux hirondelles. Et c'est l'OFB, terminons par on a commencé, d'accord ? C'est l'OFB
c'est l'OFB qui a joué un rôle central dans le fait de reconnaître cette hybridation entre les humains et les non-humains et d'éviter, espérons-le, un projet qui est totalement destructeur pour les humains et les non-humains. Les PIFA, ce sont des politiques qui se sont hybridés à des scientifiques, Nicolas Thierry, pour comprendre le problème des PFAS et monter une campagne publique avec tout ce que ça comporte, ce qui est un temps long pendant des années pour arriver à ce qui est une législation ambitieuse sur les PFAS. Et la reconnaissance des voix des communautés indigènes dans les conventions internationales de protection de la biodiversité, c'est là aussi des décennies de travaux. Donc tout ça prouve que, effectivement, quand on fait les choses de manière pensée et humaine, eh ben, on avance fondamentalement. Et dernier point, je me disais, en fait, peut-être que l'homme qui marche de Giacometti est en train de rencontrer les non-humains plutôt que de vouloir les écraser en leur marchant dessus. Voilà. Merci. Gabriel, non, vous vouliez pas réagir? Moi, j'avais une question pour Marie-Lise. D'abord, effectivement, sur le rôle de ces femmes, des femmes à la tête d'un syndicat comme le vôtre, mais aussi en général dans les mouvements que vous rencontrez. Et puis, on est tous ici acteurs de cette coopération, de cette mutualisation, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au quotidien pour agir dans cette transition juste que vous défendez? Moi, alors, sur la question des femmes, on est face quand même à une... on a là aussi une question de terminologie. Moi, je pense qu'on ne devrait pas parler d'inégalité pour les femmes, mais d'injustice. C'est-à-dire que nous sommes théoriquement, sur le papier, tous égaux. On a une armada de textes juridiques réglementaires qui nous expliquent qu'il faut respecter cette égalité et qu'en fait, on n'y arrive pas. Et je pense que on a cette réalité qui évolue petit à petit, mais si on suit la courbe d'évolution de la réduction des écarts, il faudra attendre au moins une centaine d'années pour atteindre l'égalité juste salariale entre les hommes et les femmes. Et je pense que l'enjeu, il est profondément sociétal, mais il est aussi la part des acteurs économiques et dans le monde du travail, elle est fondamentale. Et je pense que aujourd'hui, il faut aussi, changer ce regard et ne pas uniquement le considérer comme une inégalité qu'on va tenter de réduire, mais comme une profonde injustice et une discrimination fondamentale qu'il faut éradiquer. Ça, c'est un véritable enjeu et ça se joue autant des femmes qui défendent leurs droits, mais des hommes investis pour défendre les droits des femmes et promouvoir et réussir à atteindre cette égalité de fait. Cette question-là a un rapport avec la transition écologique pour vous? La question d'égalité ou d'injustice sociale? Oui, il y a tout à fait, il y a tout à fait un lien à faire et de toute façon, nous on dit toujours l'inégalité sociale et transformation écologique, c'est les deux revers d'une même médaille qu'il faut de toute façon traiter de façon articulée, hybridée peut-être. On ne peut pas, et parce qu'on sait que lutter contre le réchauffement climatique, c'est résoudre une partie des inégalités sociales et que résoudre les enjeux de réchauffement climatique, faire muter des secteurs entiers vers une empreinte carbone moindre, c'est forcément prendre en compte des enjeux sociaux. On ne peut pas faire travailler l'un sans l'autre. Et c'est au-delà du fait que les deux sont liés, je pense que intégrer la question sociale dans la transformation écologique, c'est permettre d'aller plus loin et plus vite pour pouvoir répondre à des enjeux extrêmement concrets. Et le deuxième point, j'ai zappé, vous l'avez évoqué. Non, moi je voulais revenir sur la question du rapport au temps. Et que c'est probablement lié aussi à la recherche de performance. Prendre le temps de se parler, de coopérer, de mutualiser, c'est avoir de l'intelligence collective et c'est
je pense, gagner en robustesse pour pouvoir être démocratiquement, avoir une acceptabilité plus grande, mais c'est aussi une recherche de solutions qui ne sont pas sur étagère. Quand j'évoque la question de la proximité et du besoin d'avoir du sur-mesure et de faire de la dentelle, quand on évoque l'évolution de la filière automobile dans les Hauts-de-France, ça n'a rien à voir avec la réalité territoriale, parce qu'il n'y a pas les mêmes sous-traitants locaux, il n'y a pas les mêmes compétences individuelles, collectives, et qu'il y a besoin véritablement de faire du sur-mesure. Et ça, je pense que moi, c'est une des ressources et des éléments de motivation en tant que responsable syndical, c'est que ça a été dit. C'est certainement pas depuis Matignon ou le ministère de la Transition écologique que les choses vont se faire. Il y a plein d'initiatives. Il y a plein de volontés, il y a plein d'envies. Et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes qui se disent qu'ils sont prêts à mener un certain nombre de choses. Alors, il faut bien entendu qu'il y ait un engagement politique, qu'il y ait des engagements financiers, budgétaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses sont amorcées de telle façon, et il y a des victoires locales qui peuvent être relevées et qui doivent être portées. Il y a des réussites qui nécessitent d'être, qui valent le coup de se battre. Et pour le coup, je pense qu'il y a aujourd'hui une maturité des citoyens et des citoyennes que certains responsables politiques n'ont pas. Mais alors, ça doit un peu m'inquiéter, mais ça me rend optimiste en fait sur le fait qu'il y a localement et territorialement plein de choses qui se font déjà. Et qu'est-ce qu'on peut recommander ? Moi, je pense que le meilleur remède au pessimisme, c'est de s'engager et c'est de militer et de se dire on unit nos forces pour pouvoir mener un combat. Alors c'est un peu guerrier comme terminologie, mais je pense que c'est aujourd'hui une des forces de l'engagement de la société civile qu'il faut pouvoir mettre en lumière. Merci. Il nous reste peu de temps. Je voudrais que Gabriel réponde à cela et puis laisser la parole ensuite à Olivier Alban pour conclure, sauf si vous voulez ajouter quelque chose ensuite, mais on va tenir le timing. Oui, très rapidement, je voulais rebondir sur ce que Marie-Lise Léon vient de dire par rapport à la question du temps. C'est sûr que cette question de l'hybridation, de la métamorphose réciproque, elle requiert du temps. Pour le coup, j'ai mené l'année dernière un travail de recherche sur la question du monde du travail. Et notamment, j'ai mené un certain nombre d'entretiens de terrain avec des personnes en situation de handicap. Et je me suis entretenue avec une ouvrière en situation de handicap mental qui m'a dit... je suis très lente. Effectivement, j'ai un handicap mental, je suis très lente. Mais j'aime beaucoup mon travail et à la fin de la journée, on n'a pas besoin de revenir sur ce que je viens de faire puisque mon travail est bien fait. Et donc, elle me dit, j'ai envie d'avoir un droit à la lenteur. Alors, ce droit à la lenteur, cela m'a laissé dubitative. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans un monde normal, droit à la lenteur, impératif économique, performance, c'est pas possible. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit finalement, pourquoi est-ce que dans certains cas, on refuse d'accorder du temps à ce qui le mérite ? Tout simplement bien faire son travail. Et pourquoi est-ce que dans d'autres cas, on est prêt à perdre un temps fou en réunionites aiguës qui servent à rien, en process administratifs parfois complètement absurdes, en visioconférence où tout le monde est là mais tout le monde fait autre chose ? Et finalement, pourquoi est-ce que dans certains cas, on refuse d'accorder du temps, dans d'autres cas, on est prêt à en perdre un temps fou ? Finalement, je me suis dit, c'est dit un peu pompeusement, mais finalement, le choix d'allocation de nos ressources temporelles à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une entreprise, d'un collectif ou à l'échelle d'une société, finalement, dit beaucoup de ce à quoi on accorde de la valeur. Voilà, c'est ce à quoi on décide d'accorder du temps qui dit ce à quoi on accorde de la valeur. Et cette question, justement, du temps, elle est éminemment d'actualité puisque l'intelligence artificielle de fait, va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc, elle va finalement peut-être rebattre les cartes, justement, de nos choix d'allocation de nos ressources temporelles. On va gagner beaucoup de temps, mais qu'est-ce que l'on va en faire ? Et c'est là où, justement, par rapport à la question de l'intelligence artificielle, le sujet approche binaire, technophile, technophobe n'est pas le sujet. Pour moi, c'est plutôt finalement, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas un miroir, un révélateur cruel, d'ailleurs, d'angle mort. Finalement, si ChatGPT a plus de patience qu'un professeur, plus de capacité d'écoute que nos parents, plus d'empathie qu'un médecin quand il vous annonce la mauvaise nouvelle d'une maladie, plus de discernement qu'un directeur des ressources humaines ou plus de créativité qu'un juriste, finalement, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas une opportunité à saisir justement
pour que nous, êtres humains, nous nous remettions un peu en question. Et je donne un exemple qui m'a beaucoup marqué. Il y a une expérimentation qui a été faite dans une classe où on a demandé à des élèves dans une classe de demander de l'aide, soit à l'intelligence artificielle, soit à leurs petits camarades de jeu. Et en fait, la plupart des enfants ont préféré demander l'aide de l'intelligence artificielle. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont dit l'intelligence artificielle ne va pas se moquer de moi. Voilà. Donc ça devrait quand même sacrément nous faire réfléchir. Et donc c'est là où justement l'intelligence artificielle me semble être une opportunité à saisir justement pour nous remettre en question. Et donc cette question de la coopération, de la mutualisation, de l'hybridation, justement, peut-être remise sur la table. Voilà. Merci, c'est très intéressant. Olivier, on ne va pas se moquer de toi. Tu peux dire. Je n'ai pas d'intelligence artificielle. Vrai, on va essayer de mobiliser l'intelligence naturelle. Et oui, alors moi je voulais rebondir sur la question du temps en fait, et c'est quelque chose qui nous préoccupe tous et toutes. C'est cette urgence, ce sentiment d'urgence, on manque de temps. Et alors là aussi, c'est là où on est dans une crise culturelle. Il faut questionner ça. Dans le monde de la performance sur l'autoroute, là, tout est urgent. Dans le monde fluctuant, robuste, on distingue ce qui est urgent et ce qui est important. Et d'un seul coup, on se sent un petit peu mieux, quand même. Et donc c'est comme inégalité, injustice. En fait, on est dans un moment où on va questionner tous les mots parce qu'on est en train de changer de monde. Et alors, sur la question du temps, il y a quand même une inspiration du vivant qui est assez incroyable. C'est que la symbiose, le mot n'a pas été pour, mais enfin, on parle de ça finalement, d'une forme de symbiose, de mutualisation. En fait, les êtres vivants qui font face à des crises, à des urgences, en général, ils n'accélèrent pas. Ils multiplient les interactions avec leur territoire. Ils s'ancrent encore plus dans leur territoire. Et c'est les symbioses, où on multiplie les interactions avec des levures, avec des champignons, avec des bactéries, tout ce que vous voulez, quoi. Et alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la coopération ouvre le temps long. C'est par la reconnexion à l'espace qu'on crée du temps. Et en fait, quand on est dans le monde de la performance, on veut accélérer et donc on veut arriver plus vite à destination. Alors comme je le dis souvent, comme le disait Alphonse Allais, il n'y aura pas de survivants. C'est un projet de mort d'accélérer. On sait à peu près, la destination, on la connaît. Donc la vie, c'est le chemin. C'est le chemin, et donc c'est les interactions sur le chemin. Donc c'est en effet la mutualisation, la coopération, c'est ça qui fait la richesse d'une vie finalement. Et c'est ça qui ouvre le temps. Magnifique. Alban, c'est toi qui vas conclure. Qu'est-ce que tu peux dire après ça ? Je ne peux pas dire grand-chose après ça. Si dire que je suis complètement d'accord avec cette idée qui consiste, face à des choses qui nous arrivent d'en haut, de loin, de manière très verticale, de faire pousser de manière très démocratique, très rhizomatique, très longue, en prenant le temps, en ralentissant, attention, ralentir travaux, les résistances. Et les pulsions politiques pour essayer de construire des choses un peu alternatives. Je m'en veux un peu parce qu'en fait j'étais censé parler de l'entreprise dans laquelle je travaille aussi beaucoup et qui est le partenaire majeur de l'événement. Et donc... c'est robuste. Et alors, peut-être terminer là-dessus, pardon, j'espère que le président n'est pas dans la salle. Terminer là-dessus pour dire qu'à la Massif, justement, ce qu'on essaye de faire pour prendre la parole de l'entreprise, là on a beaucoup parlé des individus, on a beaucoup parlé des mythes, on a beaucoup parlé de l'économie, du politique au sens large, mais que l'entreprise a un rôle aussi à jouer très important là-dessus. Alors il se trouve que nous, on est une entreprise d'économie sociale et solidaire, mais qu'on organise démocratiquement la société à l'intérieur de l'entreprise, de faire en sorte que ces entreprises soient portes et fenêtres ouvertes avec la société pour penser l'environnement. Il y a quelque chose de très important à l'heure, effectivement, où le politique est re-questionné, à ce que les entreprises fassent aussi du politique, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'en suis très heureux et je vous remercie. Merci. Je voudrais simplement vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré dans vos agendas surchargés. Vous venez parfois de loin. Merci à chacun de vous et merci aussi à vous tous d'avoir accordé cette heure et demie à ce débat.